Eh bien, bienvenue à tous à notre 6e webconférence Covid et cancer organisée par les associations Odyssea, Patients en réseau et la société Dis-moi Santé. Alors, un petit point technique comme vous voyez actuellement sur l'écran, pour ceux qui ne sont pas encore complètement rompus à l'exercice, vous avez deux onglets. Un onglet chat, donc j'ai vu que beaucoup de gens avaient compris le fonctionnement, c'est pour dire des coucous, des problèmes techniques ou Julien qui est en backup et qui va mettre les liens lorsqu'il y a des ressources qui sont nommées par nos intervenants. Et un onglet questions où là, vous pouvez poser vos questions. Surtout, les questions, c'est sur l'onglet questions parce qu'on ne peut pas gérer les deux onglets, nous, en même temps. Donc, un autre point important, cette webconférence n'a pas pour vocation de la téléconsultation. Donc, nous ne prendrons des questions que d'ordre général, médical. Pour toute question se rapportant à votre dossier médical, à votre cas individuel, merci de vous rapprocher de votre équipe soignante qui, elle, est habilitée à vous répondre et connaît parfaitement votre dossier. Voilà, et un message que nous souhaitions transmettre encore et encore, c'est retourner consulter, aller consulter et contacter vos soignants. Merci également à nos partenaires institutionnels, 360 Medix, Takeda, Pfizer et AstraZeneca pour leur soutien. Et donc, ceci est notre dernière conférence sur le thème Covid et cancer, ce qui est plutôt bon signe puisque les chiffres annoncés par les autorités sont encourageants et nous ne manquerons pas d'ailleurs de solliciter le virologue qui interviendra à la fin justement pour nous donner plus d'explications et d'interprétations. Et que l'après-confinement est en cours. Donc, c'est avec beaucoup de joie et aussi un peu d'émotion que nous clôturons ce programme Covid et cancer qui avait pour objectif de garder le lien et de rester à vos côtés durant cette période très particulière. Donc, nous espérons, Odyssea, Patients en réseau, le docteur Talbot et moi-même, que nous avons réussi à vous apporter les informations fiables dont vous aviez besoin tout au long de ces semaines. Et l'émission de ce soir va donc être sous le signe de l'avenir et comment cette crise va avoir transformé notre façon de vivre, de penser, de soigner avec de nouveaux outils et en nous reposant ce que nous avons su et pu analyser et apprendre de cette crise. C'est pourquoi aujourd'hui, notre panel d'intervenants est très multidisciplinaire. Il va des sciences sociales à l'exercice médical. Et nous accueillons donc d'abord le professeur Catherine Tourette-Turgis qui fera le bilan de l'impact psychosocial de ce confinement. Ensuite, mesdames Fritsch et Mathivon, donc le premier binôme qui partageront avec nous leur vécu d'infirmières aux côtés des patients à l'hôpital et les outils qu'elles ont mis en place pour pallier parfois à l'éloignement des patients ou bien suivre les patients qui pouvaient être atteints de Covid à distance. Et enfin, un binôme qui est toujours très attendu pour répondre à toutes vos questions, un oncologue, donc le docteur Pizzili, et un virologue, le docteur Lehingrat. Nous serons donc accompagnés toujours de nos modérateurs de choc, Laure Guérou-Acolas, qui est fondatrice de l'association Patients en réseau et qui posera les questions avec moi en direct, et le docteur Talbot, qui est sur le chat et qui répond toujours à vos questions. Première intervention, donc, professeure Catherine Tourette-Turgis, professeure à l'université Paris-Sorbonne. Madame Tourette-Turgis, donc je vais essayer d'être concise, ce qui n'est pas facile. Vous êtes professeure, chercheuse en sciences humaines et sociales, fondatrice et directrice de l'université des patients. Dans ce domaine, vous êtes donc pionnière. Membre de l'American Psychological Association, chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, si je peux me permettre, pour synthétiser, vous avez un parcours plus que pluridisciplinaire, de la philosophie aux sciences sociales, médicales, sciences de l'éducation, et référente en termes et avec de nombreuses références en termes de pratiques professionnelles avec l'éducation des patients, la formation des soignants.
Et d'ailleurs, je vous conseille vivement de suivre le blog du professeur Tourette-Turgis que nous allons indiquer tout de suite sur le chat et qui est une source d'information très intéressante. Donc, un grand merci, professeur, d'être parmi nous et de partager vos analyses du confinement et de ses impacts post-confinement. Et en effet, lors des dernières webconférences, certains patients avaient évoqué avec nous leur difficulté à ressortir de chez eux, les problèmes de relations avec les autres. Vous venez de publier différents articles. Pourriez-vous nous parler des points observés d'un point de vue impact psychosocial, ce que vous, en tant que chercheuse, vous avez pu analyser, qui peut expliquer aujourd'hui la période qu'on vit et comment mieux la vivre encore? Je vous remercie de m'avoir invitée. Et puis, si c'est dur de dire toutes les choses que je fais, c'est parce que j'ai vieilli, j'ai un âge qui fait que voilà, j'ai passé effectivement ma vie à accompagner, et donc à aussi peut-être à chercher du côté des innovations. Voilà, ma passion, c'était l'innovation sociale dans le domaine donc de la santé, et je viens donc de la lutte contre le VIH, et je dois dire que j'ai beaucoup appris et que je continue à tenter de transférer certains des acquis de cette lutte dans la gestion donc de d'autres pathologies, et notamment quand j'ai commencé dans le VIH/SIDA, j'ai su qu'un jour je m'intéresserais à l'oncologie, au cancer, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, j'ai commencé ce travail il y a à peu près maintenant 5 ans. Alors, par rapport à ce soir, le confinement, ce que je vais faire, c'est effectivement ce qu'on appelle un premier point, un premier bilan. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur le confinement quelques jours avant le confinement en France. Et je venais de lire, donc dans le Lancet, le 4 mars, les premières études de nos collègues chinois, donc chercheurs en sciences humaines et sociales en Chine, et donc qui disaient ben voilà, le confinement, voilà les facteurs de stress, et surtout aussi on avait à disposition d'autres types donc de quarantaine, de confinement beaucoup plus court dans d'autres épidémies. Donc très vite je me suis intéressée donc aux résultats du vécu, de l'expérience de quarantaine, donc Ebola, H1N1, le SARS. Et donc, ce qui était important, c'est qu'avant même qu'on soit confiné, eh bien, c'est ce qui fait que j'ai fait le premier papier avant la déclaration de confinement en France, eh bien, nous savions que ça allait être une épreuve et qu'il y aurait un impact psychosocial, et puis surtout qu'il fallait donc, puisqu'on savait à peu près l'impact psychosocial, il fallait voir comment le réduire. Donc, mettre en place des écoutes, des accompagnements, faire attention aux facteurs de stress, etc. Comme j'ai peu de temps et que ça représentait 2 mois de recherche, donc je vais faire court. Enfin, c'est plus que 2 mois parce que je continue, parce que maintenant je travaille sur le déconfinement. Je vais juste rappeler pour les auditrices, les auditeurs, des points importants, parce qu'en faisant le point sur le confinement, du coup, on voit ce qu'il va falloir alléger, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut accompagner. Alors déjà, donc en France, comment on a été confiné? Ce qui est important de rappeler, c'est qu'a priori, on n'a pas de chiffre exact, mais 50% en France ont été confinés en famille, 25% en couple et 25% seuls. Donc là, on n'a pas encore d'analyse différenciée, mais c'est extrêmement important de voir qu'on n'a pas tous été confinés de la même manière. Par contre, d'emblée, a surgi donc dès le 8 avril une inégalité face au confinement. C'est-à-dire que 5 millions de personnes vivent dans un logement au nombre de pièces insuffisantes, et 10 millions de personnes étaient dans une situation d'isolement, dont 25% avaient plus de 75 ans. Donc, on savait déjà que ça allait être compliqué. Le confinement n'a pas été préparé, notamment donc, à l'intention de certaines populations. L'État a donné 2 jours pour s'organiser et choisir son lieu de confinement.
mais on a tous oublié que le rester chez vous, eh bien, ce n'était pas possible pour les personnes sans domicile. On a aussi oublié que le rester chez vous, ça exposait les femmes aux violences conjugales. Le 26 mars, on avait une augmentation de 32% de déclarations de violences conjugales en une semaine. Maltraitance à enfants, augmentation de 20%. Donc, moi, ce que j'ai suivi du confinement, c'est que le confinement, il exposait en fait aussi une certaine partie de la population à des dangers. Et d'ailleurs, je l'ai comparé assez vite, puisque moi, j'ai travaillé 10 ans sur l'observance thérapeutique des médicaments, en disant que déjà, il y avait les gens qui n'arrivaient pas à suivre le confinement, donc il aurait fallu l'accompagner, puisqu'il fallait un degré d'observance du confinement très important. Et l'observance du confinement était un danger pour d'autres dans la population. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde l'heure et je fais attention. Après une semaine de confinement, si comme ça on essaye de voir ce qui se passe maintenant en regardant, au bout d'une semaine, on avait un score de dépression dans l'enquête Ipsos de 30%. Il était plus important, pas trop d'ailleurs, 2 semaines plus tard. On avait toujours, après une semaine, 9% de la population, 9% qui déclaraient un recours plus important aux somnifères, aux relaxants, aux anxiolytiques. Et si on regardait les facteurs sous-jacents à l'utilisation donc accrue d'anxiolytiques, il y avait l'état émotionnel, c'est-à-dire plus les personnes avaient peur du Covid, plus la consommation d'anxiolytiques et de somnifères augmentait, mais aussi l'ambiance au sein du foyer comme second déterminant. La consommation médicamenteuse était associée à la perception d'une vie désagréable au sein du foyer. Si on regarde maintenant d'autres indicateurs psychosociaux, qui est la consommation d'alcool. La consommation de boissons alcoolisées a progressé chez près de 15% des répondants, notamment chez les personnes en situation de télétravail. La première vague d'enquête du 23 mars, la prévalence de l'anxiété était de 26,7%, soit un taux 2 fois supérieur à celui observé dans une enquête précédente avant confinement. Le risque d'anxiété était associé à des caractéristiques sociodémographiques. Être une femme, être un parent d'enfant de 16 ans ou moins, déclarait une situation financière difficile. Elle était aussi associée aux conditions de vie. Télétravailler en période de confinement, avoir un proche malade ou ayant eu des symptômes de Covid. Et elle était aussi associée aux connaissances, perceptions et comportements face au Covid. Percevoir le Covid comme une maladie grave et se sentir vulnérable par rapport à cette maladie, mais à l'inverse, une bonne connaissance des modes de transmission de la maladie, une possibilité de respecter les mesures de confinement, y arriver, avoir suffisamment confiance en soi, se sentir capable et aussi avoir confiance dans l'action des pouvoirs publics, ça diminuait le taux d'anxiété. Donc en fait, ce qui était important, c'est pour ça que je faisais pas mal de papiers, c'est qu'il fallait tout suivre. Et il y a des moments, par exemple, il fallait dire « Attention, là, cette information-là, cette semaine-là, c'était pas clair. Donc les gens vont être encore plus anxieux. Donc modifiez l'information, faites attention, revoyez-la, faites intervenir quelqu'un qui va dire quelque chose de clair par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. » Alors c'est intéressant parce que dans la lutte contre le sida, on faisait exactement la même chose, sachant que moi j'ai fait la lutte, je participais à la lutte contre le sida, bien sûr en France, mais je vivais aussi en partie aux États-Unis et j'ai travaillé en Afrique. On avait les mêmes choses à faire, c'est-à-dire information, communication. On ne communique pas si on pense que la population ne va pas savoir quoi en faire. Et ça, c'était complètement important. Alors maintenant, des choses aussi auxquelles on ne pensait pas. Le confinement, vous me dites quand je dois arrêter, etc., c'était une promiscuité. Comment elle a été vécue? Eh bien, cette promiscuité, elle a eu un impact sur les comportements sexuels, comme le montre l'étude diffusée le 5 mars 2020. Qu'est-ce qu'on a dans cette étude?
on a un couple sur 5 confiné sous le même toit affirme n'avoir eu aucun rapport sexuel au cours des 4 dernières semaines, donc 25%, contre 10% en temps normal. Cette baisse d'activité sexuelle est perceptible sur l'ensemble de la population, puisque 44% des Français affirment ne pas avoir eu de rapport sexuel au cours du dernier mois, contre 26% avant le confinement. Cette étude intéressante montre qu'un quart des Français vivant en couple ont repris contact avec d'anciens conjoints ou ex-partenaires sexuels. Et là, on a travaillé sur ce déterminant qu'on est en train de soumettre à pas mal d'analyses. Ça peut être aussi vérifier qu'on a eu une histoire, vérifier qu'on a une mémoire, qu'on n'a pas été oublié, vérifier que des gens avec qui on a été, ils ne sont pas morts. Vous voyez, il y a plein de choses derrière. Et puis aussi, une demande d'attachement, une réingénierie de nos propres sphères relationnelles. Enfin, beaucoup de choses à être importantes. Ce qui est important aussi, c'est que les Français ont suivi le confinement à 85%. C'est énorme. C'est un taux élevé. Et on ne les a pas félicités. Dans les maladies chroniques, on a 50% souvent d'observance sur le long terme. Donc là, c'était un court terme. Donc oui, c'était peut-être, on avait une meilleure observance. Mais il y a sûrement des choses qu'on va apprendre et réfléchir aussi sur l'observance. Bon, des choses sur la question du deuil. Ça a été un moment douloureux. La brutalité des décès, les restrictions funéraires ont été cause de désarroi, de colère, mais aussi d'incompréhension pour la population générale. La brutalité des décès accompagnée de l'interdiction des rites funéraires a provoqué chez les familles des états émotionnels intenses et douloureux. La gestion sanitaire des décès a squeezé le temps de la préparation psychique du deuil. La mise à la morgue immédiate, l'interdiction des soins funéraires, tout ça ont constitué des obstacles à l'entrée des familles dans un processus normal du deuil. Un temps qui est régulé d'habitude au niveau émotionnel par la participation, la présence auprès de son proche en fin de vie ou lors des derniers moments. En fait, on s'est rappelé que le deuil, ça commence pas quand l'autre perd son dernier souffle. Le processus de deuil, il commence bien avant. Il est facilité la plupart du temps, d'ailleurs, par les soignants qui disent des mots, qui laissent les personnes se retrouver, etc. Donc, toutes ces émotions-là. Donc, on a reçu tout de suite, moi j'ai reçu en tout cas de l'Association américaine de psychologie, des travaux à conduire. Ils nous ont dit, attention, il y aura des deuils, ce sera qualifié comme un deuil complexe. Et puis, faites attention. Les processus de deuil, ça prendra peut-être en moyenne 6 mois de plus. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre en place des espaces d'écoute et accompagner des familles. Est-ce que j'ai encore un mois parce que Alors vous avez un petit peu de temps, on va aussi vous poser des questions parce qu'on a ça nous a fait noter plein de choses. Donc je peux maintenant poser des questions, je continue parce que là c'est un an plus fini mon histoire là. Alors, vas-y. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup dans notre auditoire, beaucoup de patientes qui ont exprimé aussi le fait que c'était très complexe de vivre ce confinement, je dirais, avec des traitements, avec des soins, avec des réorganisations de soins, mais aussi un conjoint qui télétravaillait à la maison, des travaux scolaires à gérer et finalement plus trop d'espace pour faire face et prendre le temps de s'occuper de sa santé. Est-ce que vous avez pu donc travailler sur la question particulière, voilà, des patients, donc patients chroniques, patients en traitement, qui devaient finalement accumuler toutes ces casquettes et faire face à encore plus de choses avec une charge mentale qui a explosé dans cette période et qui continue avec le déconfinement. Alors, tout d'abord, c'est un stress mental plus important chez les femmes que chez les hommes.
C'est-à-dire, on est en train d'ailleurs en sciences humaines et sociales de parler d'épidémie genrée. Donc, il y a ça. Ça veut dire que normalement, on devrait mettre en place, dès maintenant, et il aurait fallu commencer avant, mobiliser toutes les actions d'accompagnement des femmes. Par exemple, dans la permanence d'accompagnement du déconfinement que je fais donc avec le GH Paris Neurosciences, ce sont des femmes qui viennent. Donc, il y a vraisemblablement un besoin et une urgence de mettre en place des accompagnements. D'autant plus que tout n'est pas déconfiné et que les femmes à l'heure actuelle, avec le travail, plus les enfants à la maison, plus les vacances qui vont arriver, c'est pas possible. Je veux dire, on est en train là de préparer une santé globale des femmes qui va se détériorer. Il y a des appels de collègues, psychiatres, pédiatres, puisqu'on a aussi du coup femmes, enfants, femmes qui n'en peuvent plus. Donc il y a quelque chose d'urgent à mettre en place si on veut optimiser. Donc je suis en train de regarder, parce que les pays anglo-saxons, souvent là-dessus, ils sont plus facilement genrés que notre pays à nous. Donc, en fait, j'ai vu, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et donc les pays anglo-saxons, c'est aussi tout près de chez nous, c'est l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, etc. Enfin, je veux dire, ces traditions de travail en sciences humaines et sociales qui, d'emblée, genre. Une épidémie, c'est genré. C'est social, et puis c'est éventuellement aussi, on peut dire, racialisé, avec donc toutes les thématiques en sciences humaines et sociales qui sont des grandes choses de débat. Alors ensuite, on a être femme et être malade. Donc, on a donc du côté des malades chroniques de quelque chose. Alors là, je laisserai plutôt peut-être les collègues médicaux en parler. Je regarderai juste, moi, quelque chose au niveau juste de la sociologie ou de ce qu'on appelle l'accès, l'équité, etc. Donc, les malades chroniques, donc, soit ils ont fait des ruptures dans le parcours de soins parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Soit on a décommandé leurs examens, etc. Donc, soit ça a été bien fait, c'est-à-dire ils ont été appelés, c'était humain, on les a rassurés, et on leur a dit s'il y a quelque chose qui se passe. Soit on n'a pas eu le temps de le faire. Moi, c'est ce que j'ai là, parce que je crois qu'elles sont là ce soir. J'anime un groupe patients partenaires dans le mélanome. Donc là, on leur a juste un petit coup de fil d'un secrétariat. Voilà, on leur a reporté, et en plus plusieurs fois. Donc, c'est évident qu'on a quelque chose là de l'ordre de la réassurance, de la reprise du parcours de soins, de l'accompagnement, de la reconstruction de la confiance dans les soignants, dans les équipes, etc. Oui, bien sûr, il y a tout un travail. C'est ce qu'on appelle souvent ça, les effets secondaires ou les effets collatéraux de mesures qui sont des mesures un peu totales. Donc, il y a des trous dans la raquette. Et là, oui. Merci beaucoup. Et du coup, professeur, est-ce que vous auriez aussi, j'allais dire, un éclairage sur le vécu des plus jeunes, donc les enfants, les petits-enfants, qui ont été impactés par ce nouveau mode de vie, ce nouveau mode de fonctionnement, mais aussi cette maladie, ce virus qui a chamboulé tout le monde qui les entoure. Comment les aider et comment oui, ce thème m'est très cher. En 1986, je me suis installée comme thérapeute d'enfants, donc je n'ai jamais oublié. Il y a plusieurs choses. D'abord pour les petits-enfants, parce que moi, il se trouvait que j'étais spécialiste en plus des bébés et des jeunes enfants. On ne se rend pas compte, mais un jeune enfant de moins de 3 ans, le bloquer dans sa motricité, le fait qu'il ne peut pas aller courir, qu'il peut pas. Alors il peut crier, je l'imagine en partie, mais enfin, vu l'organisation de l'habitat, crier, il ne peut pas se défouler. C'est-à-dire le blocage de la motricité, le blocage de la socialisation fait que ces jeunes enfants, alors je suis contente parce que le Lancet plusieurs fois a lancé des papiers en disant il faut se préoccuper de la santé mentale des enfants en utilisant par
tranches d'âge, les 3 à 5 ans, les 5 à 8, les 8 à 11, les 11 à 14, les 14 à 17, les ados, etc. Donc les ados, la même chose, être confiné avec ses parents. Moi, on a reçu beaucoup d'appels parce que les gens savaient que je venais aussi du monde de l'enfance et de la parentalité, donc y compris des collègues. Je comprends pas, mon adolescent, il veut plus sortir de sa chambre. Je veux dire, on a mis les enfants et les petits, les moyens et les adolescents en situation intolérable. Alors après, les enfants, les conflits avec les parents, les enfants qui disent « moi, j'aime pas quand c'est maman qui me fait l'école ». J'aime pas. Bon, qu'est-ce qui fait que t'aimes pas? Eh ben, j'aime pas parce qu'elle dispute. Ah, et ta maîtresse, elle dispute. Ben, la maîtresse, d'abord, elle passe pas son temps à m'interroger parce qu'on est plusieurs dans la classe. Donc moi, quand je sais pas, j'ai des petites techniques pour pas qu'on m'interroge. Si des fois j'ai pas réussi, etc. Enfin, tout ce monde-là enfantin de socialisation de plein de choses n'a pas pu être vécu. Il y a un vide. Et ce qui est très très gênant, c'est s'ils ne peuvent pas reprendre avant septembre. On a vu des choses absolument magnifiques. Par exemple, les bébés dans les crèches, ils ne se reconnaissaient plus. Donc là, pareil, on a donné des indications sur il faut représenter le bébé, il faut représenter Guillaume à Fatia, parce qu'ils se sont oubliés, etc. Les premières émotions des enfants quand l'école a pu être prise dans certaines régions, c'était revoir les copines, et puis surtout tout le vécu qui était modifié en disant « un tel, je ne l'aimais pas après, mais maintenant que je l'ai revu, là, ça y est, je ne suis plus fâchée avec lui ». Enfin bon, il y a tout ce monde merveilleux, effectivement, de l'enfant. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour les enfants. C'était des petits héros aussi, ces enfants. Et voilà, oui, c'est vrai, j'ai été très touchée par eux. Et donc j'ai fait plein de petites choses à mon niveau, bien sûr. Merci. Parce que vous soulevez et vous évoquez certainement des ressources. Aujourd'hui, si on est femme, homme, enfant et qu'on est en difficulté, vers qui peut-on se tourner? Alors bien sûr, il y a son équipe médicale qui est là pour écouter. Est-ce qu'il y a des ressources particulières? Alors, il y a des ressources qui, d'abord, pour les malades chroniques, leurs propres associations. Il y a eu plein de choses, de fait, moi je le savais parce que je travaillais avec elles, j'ai aidé des associations à faire des questionnaires. Mais vous faites tout ça et ça ne se sait pas. Il y a les associations qui ont fait beaucoup de choses, qui continuent à faire beaucoup de choses, et quand bien même d'ailleurs elles n'en feraient pas, le fait de leur faire une demande font qu'elles vont s'organiser, parce qu'une association, si on ne l'appelle pas, elle ne va pas non plus forcément oser déranger tous ses adhérents. Donc il y a les associations. C'est important parce que souvent on va ailleurs et puis on ne voit pas qu'en fait on a des personnes dans les associations qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans et qui essayent de monter des services. Il y a toutes c'est paru au début du confinement, toutes les lignes téléphoniques, il y en a quand même 3 pages sur tout type d'accompagnement. Je ne sais pas, y compris d'ailleurs, on peut aller, je sais pas, l'addiction, l'alcool, être seul, être un homme, bien sûr, bien évidemment. Là, vous m'avez interrogé sur les femmes, donc j'ai répondu sur les femmes, mais pour les hommes, il y a aussi des choses qui ont été extrêmement complexes. D'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on a vu que certains hommes ont dit, finalement, je retrouve le contact avec mon enfant comme à la sortie de la maternité où j'avais pris un congé. C'est-à-dire, j'avais oublié une paternalité que j'ai retrouvée et il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Donc oui, c'est tellement passé de choses. Le confinement, ça a été un fait social total. Et donc, il va nous falloir, je ne sais pas combien de mois, vraisemblablement des années, pour mettre comme ça juste en forme ce qui s'est passé. Ça n'en finit pas. Laure, est-ce que tu veux me poser une dernière question ou faire une synthèse? Alors, où est-ce que je suis? C'est un peu impossible de faire une synthèse. Disons que ce qu'on ressent, c'est effectivement que c'est une période extrêmement forte, avec beaucoup de vécu, des choses difficiles, mais peut-être aussi de belles choses. Il va falloir les étudier pour comprendre ce qui s'est passé.
Ce qui est essentiel, c'est aussi qu'à notre niveau, les uns et les autres, on relaie, qu'on soit conscient finalement des difficultés qui persistent aujourd'hui dans cette période de déconfinement, qu'on s'entraide pour de nouveau refaire un peu le lien et faciliter l'accès aux ressources, parce que finalement, c'est une autre chose qu'on observe souvent, nous, dans nos réseaux de patients, c'est qu'on ne connaît pas forcément les ressources, on ne connaît pas forcément les numéros d'appel, les services municipaux, les associations, etc. Donc, on s'entraide pour de nouveau bien communiquer pour aider les personnes, soit les plus seules, les plus isolées, les familles, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, qu'on en reprofite pour communiquer. Moi, je trouve aussi très difficile qu'on soit dans une période où on va enchaîner la période de confinement, déconfinement avec l'été. L'été, c'est une période qui est souvent très compliquée à traverser pour les personnes qui sont diagnostiquées dans ce moment-là, ou qui commencent des traitements parce qu'il faut les commencer pendant l'été. Et finalement, ça va faire très très long sans avoir beaucoup de soutien facilité. Donc, je crois que c'est important qu'on aille vers ça. Et du coup, voilà, peut-être d'abord, merci beaucoup, professeur Catherine Turgis, pour toutes ces informations. On relaiera aussi donc les articles, les blogs et autres ressources dont vous nous avez parlé. Et donc peut-être, voilà, pour les prochaines semaines et pour l'été qui arrive, voilà un message surtout pour les patients donc touchés par un cancer qui nous écoutent ce soir. Merci infiniment, professeur Tourette-Turgis. Est-ce que vous aviez un point de conclusion ou on peut passer aux interventions suivantes? Peut-être le point de conclusion, c'est rebondir sur ce que dit Laure. Moi, je pense qu'il va falloir faire une veille d'été. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que tout soit fermé. Le vide de l'été, c'est une catastrophe. Une veille d'été, bon, moi je peux en faire partie, je ne suis pas spécialement quelqu'un qui prend des vacances, bon ça c'est une autre névrose, mais je pense que c'est important justement d'être vigilant et d'assurer comme on peut faire à ce moment-là se relayer, mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose d'été. Parce qu'en plus, on a cancer aujourd'hui, bon, il y a des annonces, attendez, là, je vais falloir faire... Il faut suivre tout ça. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être un été où il y a un été. Non, il n'y a pas de vie possible. Bon, moi, ça m'arrange, je ne prenais jamais d'été. Mais je pense que c'est le moment de faire, je sais pas, des permanences. Puisque Zoom, ça marche, à la limite, on peut même imaginer qu'on va continuer à se déplacer. Mais je vous en prie, faites quelque chose. Faisons quelque chose. D'accord. Ne laissons pas le vide. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon. Les associations sont là effectivement pour soutenir et donc n'hésitez pas à contacter les associations et les équipes. Seconde intervention, merci encore professeur Tourette-Turgis, Madame Aurélie Fritsch et Madame Mathivon. Donc Madame Fritsch, vous êtes infirmière de coordination au service d'oncologie du CHU de Strasbourg, donc un centre qui a été extrêmement exposé dès le début de la vague. Et vous travaillez depuis longtemps sur le suivi des patients à domicile en urologie. Donc, vous allez pouvoir nous parler justement de votre expérience passée, comment elle a été mise au profit du suivi des patients à domicile. Et Madame Mathivon, vous êtes infirmière à Gustave Roussy. Alors, je ne vous vois pas, Madame Mathivon, vous êtes avec nous? Non, pas encore? Si. Ah bah voilà, voilà. À Gustave Roussy, travaillant donc sur le projet Capri, je vous laisserai nous dire ce que c'est exactement. C'est un dispositif de télésuivi pour les patients sous thérapie orale. Et donc, vous êtes toutes les deux infirmières et vous avez été en première ligne dans cette crise sanitaire. Donc déjà, au nom de tout le monde, je voudrais vous remercier et souligner l'engagement des soignants admirable pendant cette crise, admirable en termes de temps, admirable aussi en termes de trouver des solutions. Et vous allez nous en parler justement, comment les soins se sont adaptés, ont évolué pour permettre justement, en limitant les risques, de continuer à garder le lien avec les patients.
Et donc, on sera très intéressé de vous entendre. Je vais déjà vous poser une première question. Qu'avez-vous appris de votre équipe, sur vous et sur votre équipe pendant cette période? Voilà, question large. Je ne sais pas qui veut. Alors, pour ma part, on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on a appris surtout qu'on était vraiment tous très solidaires. Nous, au sein de notre équipe, ça fait partie des qualités qu'on a vu remonter avec une vraie mobilisation de toutes les équipes et un vrai travail en collaboration pour pouvoir arriver à vraiment faire face à cette crise qui a été difficile. Oui, tout à fait. On a exactement le même vécu, une adaptation vraiment en collaboration avec toute l'équipe médicale et paramédicale pour le patient et justement pour être présent différemment, mais une vraie collaboration qui nous a permis un travail avec toute une équipe. Du coup, j'aurais une première question pour Aurélie. Vous vivez donc dans l'est de la France, dans une région qui a été au cœur, on va dire, du début de cette épidémie en France, et également une région qui a dû s'adapter de façon extrêmement rapide, à la fois à l'arrivée des patients touchés par le Covid, mais aussi avec la préoccupation de protéger un maximum les patients donc, que vous suivez pour un cancer. Et qui normalement viennent dans le centre, etc. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez organisé les choses concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, concrètement, on a essayé au niveau des consultations, la plupart des consultations en présentiel ont été annulées à 90%. On a fait un relais téléphonique au départ parce que au niveau numérique, c'était compliqué pour les médecins. Et par contre, on a la chance du coup d'avoir eu déjà un système en place avec Aquadome et Continuum Plus. Donc, c'est une plateforme de suivi à domicile qui suit les patients aussi en thérapie orale, avec un passage infirmier une fois par semaine, pendant 3 mois. Et donc, c'est un système de suivi pour un lien ville-hôpital qu'on avait déjà en place avant le Covid, et donc qui a été complètement adapté pour le Covid, parce que bien sûr, les infirmières, elles ne pouvaient pas non plus passer à domicile. Et donc, elles faisaient des appels téléphoniques auprès du patient. Et nous, on a le relais directement sur la plateforme au sein de l'hôpital. Et donc, ça nous a permis d'avoir un relais rassurant pour les patients et pour nous. Et donc, une certaine inquiétude au départ, quand même, parce qu'on savait pas trop vers quoi on allait, on savait pas trop quoi répondre non plus aux patients, mais on essayait de les rassurer au maximum et surtout on essayait de continuer le suivi et le lien avec les pharmacies aussi, donc qui sont énormément adaptées pour nous, pour pouvoir délivrer les traitements, pour pouvoir faire à distance des choses, donc et continuer surtout la poursuite des soins pour le patient. Ça, c'était très important. Et finalement, au fur et à mesure, nous, on a eu la chance d'avoir pas trop de patients atteints par le Covid. Et du coup, on a fait assez rapidement revenir en présentiel certains patients après avoir mis en place toutes les mesures nécessaires, bien entendu, et expliquer aux patients toutes les mesures qu'on avait mises en place et qu'eux devaient mettre en place. Parce que c'était important de les revoir et c'était important de continuer à les suivre de ce côté-là. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire à Gustave Roussy comment ça s'est passé pour vous, effectivement, là aussi, le changement un petit peu d'organisation pour vous, infirmière de coordination? Alors, en fait, nous, sur Gustave Roussy, ça a été effectivement une période compliquée. Donc, on a essayé de mettre en place pas mal de choses dès le départ. Ce qu'on a pu voir, c'est que, objectivement, on a essayé vraiment, l'objectif, c'était de maintenir l'activité et maintenir les soins pour pas que les gens soient pénalisés. Donc, tout ce qui a pu être décalé a été décalé.
On a intensifié les mesures barrières assez rapidement, puisqu'en fait, on a commencé quasiment une semaine avant le confinement, avec un filtrage à l'entrée. Chaque personne rentrait avec un masque et la distribution de solutions hydroalcooliques. Et après, l'objectif, c'était vraiment d'avoir le minimum de personnes qui circulent sur Gustave Roussy pour essayer de maintenir les choses. Il y a beaucoup de consultations, du coup, qui ont pu être passées en téléconsultation. Et puis, on s'est fait aussi la priorité de diffuser des bonnes informations, parce qu'il y a eu une grosse période avec une désinformation vraiment importante. Donc, sur Gustave Roussy, en tout cas sur le site de Gustave Roussy, on relayait les informations qui étaient vraiment fiables et sur lesquelles les gens pouvaient se baser. Il y a aussi un SMS qui a été envoyé finalement à tous les patients pour les prévenir qu'effectivement, si ils avaient des signes qui pouvaient s'apparenter aux signes du Covid, ils étaient les bienvenus sur Gustave et qu'on était tout à fait en capacité de les prendre en charge. Donc, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'en gros, au plus fort de la crise, il y a quand même eu 3 services qui ont été totalement dédiés au Covid, avec un passage des lits de soins intensifs qui sont passés de 10 à 28, ce qui a quand même permis du coup de soulager un petit peu les hôpitaux parisiens et on a pu récupérer en fait des patients qui étaient initialement dans ces structures-là. Donc, ça a c'était peu de patients, mais finalement, ça a quand même aussi pu participer à tout ça. Et puis, on a organisé des dépistages systématiques. Donc, les dépistages systématiques pour les patients qui étaient symptomatiques, mais aussi pour les patients qui venaient dans l'objectif d'avoir une intervention chirurgicale ou de débuter de la radiothérapie ou même des traitements par chimiothérapie. L'intérêt, c'était qu'effectivement, plus on allait pouvoir identifier rapidement les patients porteurs et plus on allait pouvoir limiter la propagation du virus et prendre en charge ces patients-là. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a mis en place aussi de nombreux programmes de recherche, puisque la recherche, ça fait vraiment partie de l'essence de Gustave Roussy. Donc, il y a eu des programmes de recherche, on a participé aux programmes de recherche nationaux, internationaux, on a mis aussi en place des programmes de recherche. Et puis, ça a été vraiment tout l'ensemble sur Gustave Roussy. Et donc, au départ, c'est un suivi pour les patients qui sont sous anticancéreux avec des infirmières qui appellent et la possibilité d'avoir accès à une application et à un portail numérique accessible aussi aux médecins traitants et aux infirmières de ville. Et on s'est dit que finalement, peut-être qu'on pouvait partir de cette expérience-là pour pouvoir l'étendre aux patients qui étaient porteurs du Covid. Et donc, on a adapté nos outils, on a déployé donc, le Capri en Capri Covid. Et donc, ça a intéressé finalement tous les patients qui étaient Covid donc positifs, qui étaient soit sortant d'hospitalisation donc dans les secteurs dédiés, ou bien alors les patients qu'on a dépistés positifs, mais qui avaient finalement des symptômes qui étaient relativement peu importants et qui ne nécessitaient pas une mise en place d'hospitalisation. Donc là, notre objectif, ça a été de maintenir les patients au domicile le plus possible et de sécuriser leur parcours. Donc pour ce faire, en fait, on a mutualisé les équipes avec la coordination des soins externes, qui est un service sur Gustave Roussy qui organise les retours à domicile. Et donc, en fait, on a formé 5 infirmières pour pouvoir vraiment se mettre en place sur ce suivi-là. Donc, en fait, dès le début, on était en place dès le 23 mars. Donc, dès le 23 mars, on avait un personnel dédié, un personnel motivé et un personnel formé. Une application qui était vraiment à destination des patients Covid et la ligne téléphonique dédiée qui nous permettait aussi d'être présents 7 jours sur 7. Donc concrètement, en fait, comme ça se passait, le patient a été dépisté, avait sa séance de dépistage. Le médecin lui a annoncé qu'il était dépisté positif au Covid. Et donc le patient rentrait à la maison après une évaluation médicale qui effectivement disait bien qu'il n'y avait pas une nécessité d'hospitalisation et que le maintien à domicile était possible. Et donc on lui proposait à ce moment-là le dispositif Capri Covid. Donc le lendemain, en fait, il y avait un premier contact téléphonique avec une infirmière. Et donc pendant ce premier contact, on lui explique le dispositif. On vérifiait aussi avec lui les conditions de confinement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a des personnes pour qui le confinement a été difficile. Est-ce qu'il y avait effectivement des relais, des gens pour pouvoir leur apporter à manger, faire des courses? Est-ce que le domicile était vraiment un endroit sécuritaire? C'est surtout ça qu'on avait besoin de comprendre.
et puis voir aussi la difficulté psychologique dans laquelle étaient les gens, parce qu'on était avec des patients qui sont avec un double diagnostic, le diagnostic de cancer et le diagnostic de Covid. Donc c'est vraiment à ce moment-là où il fallait être soutenant et voir si effectivement il y avait une nécessité de mettre en place un support psychologique, puisque sur Gustave Roussy, en fait, tout le support psychologique, les équipes d'oncopsychologie ont été vraiment mobilisées pendant toute cette période-là. Elles ont proposé des suivis par téléphone, et donc du coup ça nous a pas mal aidé sur ce coup-là. Et puis il y a eu pendant ce premier contact aussi le point sur les symptômes, expliquer quels sont les symptômes qu'on allait surveiller, quels étaient les symptômes sur lesquels il fallait être vigilant pour qu'on puisse effectivement ne pas perdre de temps s'il y avait une difficulté qui remontait. Et toujours pendant ce premier contact-là, on faisait aussi un rappel sur les mesures barrières, puisque l'intérêt, c'était aussi de maîtriser la contamination et pas non plus de disséminer une fois que les gens étaient au domicile. Donc après, tout ce suivi-là, il s'est fait autour de 2 choses. Donc on avait soit l'application, soit le suivi téléphonique. Donc tout ça a été proposé au patient, c'est-à-dire que c'était à lui de voir effectivement ce qui lui correspondait le mieux à ce moment-là. Et donc, on a ensuite enchaîné. Donc, on avait des contacts quotidiens avec les patients, donc soit appli, soit par le biais du téléphone. Et ça, pendant 14 jours. Donc, on est parti sur 14 jours, puisque effectivement, ça faisait partie des recommandations scientifiques du moment qui expliquaient que vraiment, pendant ces 14 jours-là, c'était la zone à risque et c'était la zone pendant laquelle il fallait vraiment surveiller ces patients-là. Et on a continué ce suivi, en fait, jusqu'à ce que les patients n'aient plus de symptômes. Si le 14e jour, il y avait encore des symptômes, et bien on continuait jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus de symptômes. Du coup, pour recentrer un petit peu sur aussi cette période aujourd'hui, puisqu'on voit bien que vous avez pu mettre en place donc tout ce système pendant la crise. Aujourd'hui, on est dans une période de déconfinement. Plusieurs questions qui viennent, j'allais dire, en partie de notre fil. Est-ce que finalement, on garde certaines recommandations, les gestes de précaution dans les centres, mais par exemple, il y a quelque chose qui manque beaucoup aux patients, c'est de pouvoir être accompagnés par leurs proches à certaines consultations, à certains traitements, ou pouvoir rendre visite. Comment ça va? Est-ce que vous avez déjà pu voir des signes qui vont permettre de réouvrir un peu les portes, surtout quand les accompagnants respectent les recommandations? Donc ça fait partie vraiment des interrogations du quotidien des malades aujourd'hui et de leurs proches. Et finalement, est-ce que, par exemple, ces outils numériques, vous allez les utiliser de la même façon aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez les utiliser plus qu'avant? Donc, par exemple, pour Aquadome ou Aquad-PRO, et pour Capri, est-ce que le Capri Covid va finalement être une option que vous allez garder ouverte, puisqu'on sait bien qu'il y a malheureusement des patients qui risquent de tomber malades? Donc, est-ce que vous pouvez l'une et l'autre, peut-être Aurélie d'abord et puis vous Delphine après, nous redire donc pour cette période aujourd'hui, où est-ce que ça en est, de ce que vous allez garder, et puis de comment les choses vont s'améliorer un petit peu, s'adoucir peut-être pour les personnes en soins actuellement? Je rebondis sur les accompagnements. On a déjà un petit peu adouci, comme vous dites, l'ouverture de l'accompagnement, parce que certains patients ont vraiment besoin d'être accompagnés en consultation. Donc pour les consultations, si l'accompagnant respecte les gestes barrières, il a le droit d'accompagner avec l'accord de l'oncologue. En tout ce qui est hôpital de jour, aussi certaines personnes peuvent être accompagnées pour la consultation. Et par contre, après, si c'est des chambres doubles, ils doivent rester en salle d'attente. Si c'est des chambres seules, ils peuvent accompagner le patient. Et en hospitalisation, c'est malheureusement pour le moment encore au cas par cas. Mais ça tend à s'élargir et voilà, c'est le plus important. Concernant du coup les mesures mises en place, donc Aquadome adapté, et puis du coup Aquad-PRO qu'on a mis en place très très rapidement. Donc ça c'est le patient lui-même qui remplit via la plateforme une auto-évaluation
toutes les semaines et plus si nécessaire, et donc qui nous décrit les effets secondaires des traitements et les symptômes si nécessaire. Et derrière, c'est quelque chose qu'on a élargi au-delà des thérapies ciblées. En plus, on l'a mis en place pour tout ce qui est immunothérapie. Et c'est quelque chose qu'on gardera par la suite et qu'on ouvrira encore plus, voire à plus d'immunothérapie. Et donc à plus de suivi et un meilleur suivi à distance grâce à ces deux systèmes. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour Madame Mathivon. Capri, j'ai vu que ça avait été présenté notamment au congrès de l'ASCO. Il y a un recul assez important puisque vous évoquiez le fait qu'il soit mis en place depuis 2016. Combien de patients et quels ont été, s'il y a quelques chiffres ou quelques éléments clés en termes d'analyse de ce type d'outils pour revoir par rapport aux conditions d'accueil des accompagnants. Là, ça devient de plus en plus souple maintenant sur Gustave Roussy. On a quand même toujours la distribution de gel hydroalcoolique et de masques, mais par contre, les patients ont le droit de venir maintenant avec un accompagnant sur les consultations et en hospitalisation. Effectivement, donc, je pense que l'outil numérique peut être vraiment un vrai booster dans tout ça. Nous, la cellule donc Capri Covid, pour l'instant, on n'a plus de patients et c'est avec un grand bonheur que je le dis. Mais par contre, effectivement, tout reste en place pour qu'on puisse être réactif si jamais on revoit d'autres patients, si on a besoin de reprendre en charge d'autres patients. Maintenant, effectivement, on a la chance donc là d'avoir eu à l'ASCO, qui est quand même le grand congrès international de cancérologie, les résultats de l'étude Capri, parce qu'en fait le dispositif, c'était un dispositif qui a été mis en place de façon expérimentale et qui a concerné 600 patients pour lesquels on a fait une analyse, donc avec 300 patients qui ont bénéficié du dispositif et 300 patients qui disposaient simplement du suivi traditionnel avec l'oncologue. Donc nous, on venait en plus de ce suivi-là. Et en fait, on a montré qu'effectivement, il y avait un bénéfice pour les patients qui sont suivis dans le cadre du dispositif Capri avec l'interaction donc avec l'outil numérique et le suivi infirmier. On a pu montrer qu'effectivement, on avait moins d'effets secondaires pour ces patients-là et aussi une diminution et des hospitalisations et de la durée des hospitalisations. Donc, je pense qu'effectivement, ça va faire partie des choses qu'il va falloir mettre en place puisque c'est maintenant prouvé, ça a un intérêt et ça a un vrai impact pour le patient. Merci. Alors, le titre de notre conférence était « Que restera-t-il du Covid ?» Alors, ce n'est pas du Covid, mais plutôt de nos cancers du Covid. Alors, à toutes les deux, il y a ces outils donc, de suivi à domicile. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, dans votre pratique médicale ou relationnelles avec les patients vont rester et vous paraissent importantes parce que c'est des améliorations, des évolutions importantes. Alors, je ne sais pas laquelle des deux, Paris, voilà. Dans le vécu, c'est sûr qu'il y aura un avant et un après pour nous comme pour les patients. Parce que ça nous a permis de se rendre compte qu'en fin de compte, on peut faire pas mal de choses à distance, mais qu'au bout d'un moment, le relationnel et l'humain doit rester présent et doit être mis au cœur de la prise en charge des patients en cancérologie. Donc je pense que oui, ça nous a permis de retrouver un petit peu et de recentrer tout ça et de voir que c'est ce côté-là qui était important pour nous. Oui, je pense qu'effectivement, on a pu montrer qu'il y avait une vraie implication de la part des soignants. Il y a tout ce côté numérique qui nous a quand même vraiment aidés. Là, il y a eu une levée de barrières assez rapide sur tous les accès au numérique, la téléconsultation. Enfin, je crois qu'on a fait en quelques mois ce qu'on aurait mis 2 ans à mettre en place auparavant. Et puis, ça met aussi des choses à plat. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en train
réfléchir au système de santé avec le Ségur de la santé. Et je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité pour pouvoir changer les choses et vraiment axer sur la prise en charge des patients, parce que c'est là où on est le plus utile et où on a besoin de nous, quoi. Super. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir répondu présente malgré votre activité professionnelle. Merci pour tout ce que vous avez mis en place et d'être venu nous l'expliquer. Tous les liens ont été mis en ligne. Donc voilà, une fois de plus, on voit l'engagement des soignants et tout à l'heure, Madame Tourette-Turgis l'évoquait dans l'accompagnement des patients en fin de vie, mais c'est également dans le soin au quotidien. Donc, merci infiniment. Laure, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je voulais juste vraiment, au nom de tous les patients et leurs familles, redire un immense merci à vous toutes, nos infirmières chéries, parce que c'est vrai que pendant cette période les soignants et dans le quotidien des patients, les infirmières ont une place tout à fait au cœur en fait, et donc vraiment merci à vous et vraiment à travers vous à toutes les équipes infirmières, toutes les équipes soignantes qui se sont démenées qui ont beaucoup travaillé pendant cette période et qui continuent à être attentives aux besoins des personnes. Donc un très grand merci. Merci à vous. Merci surtout aux patients, en fait, parce que les patients ont été d'un courage impressionnant. Franchement, bravo. Alors, avec le docteur Scotté qui est venu à plusieurs interventions, il avait demandé qu'on applaudisse les patients. Je suis assez d'accord. Les soignants, mais c'était aussi très important d'applaudir les patients. Donc, merci à tout le monde. Et donc, nous allons pouvoir passer à la dernière intervention où nous accueillons donc Barbara Pitilli, qui est oncologue à Gustave Roussy dans le comité de pathologie mammaire et coordinateur de la team de recherche de clinique de ce comité. Vous conduisez, docteur Pitilli, des recherches visant à évoluer la non-observance sur l'hormonothérapie. Alors, tout à l'heure, Madame Tourette-Turgis disait qu'il y avait eu 80% d'observance des gestes barrières, du confinement, etc. Donc, il y a certainement plein de choses à retenir. Donc, vu que c'est chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et lors de cette période du Covid, vous avez vraiment très activement participé à la réorganisation des activités de consultation et notamment les décisions de poursuite des inclusions dans les essais cliniques dans le cancer du sein, puisqu'on sait qu'effectivement Gustave Roussy est très très actif en termes de recherche clinique. Docteur Lehingrat, donc vous êtes virologue à Bichat, centre particulièrement impacté qu'on a vu beaucoup dans les médias, particulièrement impacté. Alors moi j'ai appris en préparant cette émission grâce à vous que c'était un centre de référence des maladies émergentes, donc tous les premiers cas venaient notamment à Bichat parce que vous êtes complètement outillés avec des labos super sécurisés, etc. Donc, merci à tous les deux de venir répondre aux questions et de partager votre expérience. Alors, première question, docteur Pitilli, dans votre expérience d'oncologue, qu'est-ce que vous avez, ça fait un peu le lien avec ce qui a été exposé juste précédemment par Delphine Mathivon. Qu'est-ce que vous avez mis en place durant la crise du Covid dans votre service ou dans le centre Gustave Roussy, s'il y a des choses à compléter par rapport à ce qui avait été dit juste avant? D'abord, merci pour l'invitation. C'est très sympa d'être parmi vous. Et qu'est-ce qu'on a mis en place? Pas mal de choses, certaines qui étaient déjà mentionnées par Aurélie et par Delphine, bien sûr. La première chose est qu'on a cherché de réorganiser assez rapidement notre activité en transformant la plus partie des consultations en téléconsultations. Et ça a demandé un effort énorme, vous pouvez bien l'imaginer. Chercher d'expliquer à la patiente qu'il ne fallait pas venir à l'hôpital et que la consultation, on l'aurait fait par téléphone.
Une certaine partie de consultation, on est arrivé à les faire par visioconférence. Et dans cette période, dans notre comité, nous avons essayé aussi de mettre en place un questionnaire assez rapidement pour chercher de comprendre quel est le niveau de satisfaction des patients qui ont reçu une téléconsultation ou une vidéoconsultation. Cet essai clinique, on l'a lancé, on l'a démarré de façon assez rapide. Nous sommes en train actuellement de collecter les premiers résultats et nous avons vu qu'en fait, il y a une partie des téléconsultations et encore mieux des vidéoconsultations qu'on pourra garder pendant le futur, qui pourra rester comme en moyenne des consultations pour une partie des patients atteints de cancer du sein. Ça, c'était une première chose. Nous avons dû reporter certaines thérapies, bien sûr, transformer certaines thérapies dans des thérapies orales. Et donc, nous avons cherché même de faire livrer les patients à domicile assez rapidement leur thérapie. Nous avons dû reporter pas mal d'examens, là où c'était possible, bien sûr. Donc, tous les examens qui n'étaient pas vraiment urgents, même des scanners de réévaluation, d'échocardiographie étaient décalés, et en donnant toujours une explication à la patiente. Donc, en cherchant toujours d'appeler la patiente et de chercher de lui expliquer la raison et à quel moment on aurait pu reprogrammer les examens. Et bien sûr, pour ce qui concerne toute la partie des recherches cliniques, c'était plutôt compliqué parce que certains essais cliniques étaient interrompus, étaient suspendus par les promoteurs. Et pour certains essais cliniques, nous avons dû prendre la décision de ne pas continuer les inclusions pendant les périodes du Covid pour plusieurs raisons. La première est que ça demandait un accès à l'hôpital. Deuxième raison, pour certaines thérapies, nous ne connaissons pas bien les effets secondaires, donc ça pouvait représenter un risque pour les patientes. Et donc, pour une partie des essais cliniques, nous avons pris la décision d'arrêter temporairement les inclusions. Bien sûr, nous avons gardé ouverts les essais cliniques qui donnaient aux patients métastatiques la possibilité d'avoir accès à des nouveaux médicaments qui ont toutes les caractéristiques et toutes les conditions pour être particulièrement efficaces. Donc ça, c'était un petit peu tout ce que nous avons mis en place pendant ces périodes assez difficiles, mais dans lesquelles nous avons appris que nous avons une certaine flexibilité, tous les personnels, tous les personnels soignants, mais qu'il y a une flexibilité énorme, même de l'autre côté, du côté de notre patients qui ont répondu de façon très rapide et très réactive à nos propositions. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai une question aussi pour les patients aujourd'hui qui se sentent éventuellement fragilisés par cette période, finalement, on nous a dit restez chez vous, faites attention, etc., et qui ont de l'appréhension soit à venir tout simplement, à revenir dans le centre, alors que pendant quelque temps, voilà, ça s'est passé par téléphone, qui se posent la question de savoir si elles peuvent, donc, est-ce que vous pouvez nous redire finalement quelles sont les patientes, par exemple dans le cadre du cancer du sein, ou plus généralement dans le cancer, qui doivent rester particulièrement vigilants, et quelles sont les autres situations où en fait on fait attention comme tout le monde, mais on peut tout à fait venir pour peut-être redonner confiance dans le chemin du centre, des centres de soins aujourd'hui. Je dirais que les messages sont les premiers et que nous sommes en train de sortir de cette crise sanitaire. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième est que nous avons appris énormément de choses de cette crise sanitaire. Par exemple, à Gustave Roussy, nous avons vu qu'en utilisant des parcours différents pour les patients Covid positifs et les patients qui n'étaient pas atteints de Covid, on pouvait vraiment protéger nos patients, leur donner la possibilité d'avoir accès à leur traitement de façon correcte et sans risque particulier. Et ça, c'est une chose qui est encore valide. Donc, les patients peuvent revenir à l'hôpital, ils sont bien protégés. Il y a encore toutes les mesures et tous les gestes barrières à l'entrée de l'hôpital et dans l'hôpital. Et surtout, il ne faut pas retarder la prise en charge de leur cancer, parce que le cancer est toujours là, avec des cancers qui ont des pronostics différents, mais qui ont besoin d'être soignés. Donc, il ne faut pas retarder le diagnostic des cancers en général, il ne faut pas retarder la prise en charge et toutes les thérapies qui sont éventuellement nécessaires.
Nous savons aujourd'hui, par rapport à toutes les données recueillies au niveau international et même au niveau national et dans notre hôpital, que les patients les plus à risque pour des complications de l'infection Covid sont les patients qui sont en train de recevoir une chimiothérapie ou qui sont dans les 3 mois après la fin de la chimiothérapie. Et de l'autre côté, nous sommes énormément rassurés par le fait que toutes les thérapies ciblées et l'immunothérapie ne semblent pas donner de risques particuliers. Donc, encore une fois, les patientes, je voudrais inviter les patientes en général à reprendre contact avec l'équipe médicale dans toute la France pour chercher d'être repris en charge assez rapidement. Et autre question aussi, il y a beaucoup on dit beaucoup qu'on s'est arrêté d'aller vers le dépistage. Donc là, pour des personnes qui auraient peut-être un symptôme, etc. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour, on va dire, on imagine qu'il pourrait y avoir peut-être plus de consultations, des gens qui ont attendu. Est-ce que vous voyez ça dans vos services et est-ce que vous avez des mesures particulières justement pour faciliter l'entrée dans un parcours de soins quand il est nécessaire? Oui, tout à fait. C'est une considération tout à fait correcte. Nous voyons maintenant des patients qui ont retardé leur diagnostic de cancer du sein et des patients qui ont attendu parce que d'abord elle avait peur d'aller à l'hôpital. Et deuxième raison, parce qu'elle a eu des difficultés à programmer certains examens. Donc maintenant, nous avons la possibilité de faire tous les examens assez rapidement, même dans l'hôpital. C'est suffisant que les patientes appellent, il y a un numéro disponible et elle peut être prise en charge de la diagnostic initiale jusqu'à la fin du traitement de façon assez rapide. Donc il ne faut pas retarder la diagnostic. S'il y a des retards dans la réalisation de certains examens, il faut contacter l'équipe médicale et on va trouver une solution. Alors moi j'avais une question pour le docteur Ingrat parce que beaucoup de questions nous ont été remontées. Alors la première, comme vous êtes virologue et que je m'étais engagée en début de webconférence, c'était de vous poser la question, où en est-on de l'épidémie de Covid? Comme l'a dit le docteur Pistilli, c'est la fin de cette vague épidémique qu'on a subie là depuis fin février. À l'heure actuelle, en France, on a 200-300 cas par jour qui sont dépistés, diagnostiqués d'infection par le Covid-19, sans qu'il y ait d'augmentation depuis le déconfinement. Donc ça fait déjà plus de 3 semaines. Et donc c'est stable, donc c'est très rassurant pour cet été en tout cas. Oui. La deuxième vague qui était crainte n'arrive pas. Et alors, justement, s'il y avait une nouvelle épidémie ou une deuxième vague, est-ce que là, nous serions encore mieux préparés? Donc, on a entendu le côté médical, cancéro, vous montrer tout ce qui avait été mis en place. Donc, et je crois que Madame Mathivon disait d'ailleurs, nous sommes préparés. D'un point de vue donc infectiologie, virologie, est-ce que là nous sommes prêts à affronter cette potentielle seconde vague? Oui, je pense qu'il y avait des soucis d'approvisionnement, notamment au début de l'épidémie, en matériel de laboratoire, en matériel de protection pour le personnel soignant, les masques qui étaient en quantité un peu limitée. Je pense que l'approvisionnement de ces réactifs et de toute cette protection est sécurisé. Il y a des filières d'approvisionnement ou de production qui ont été sécurisées en France ou en Europe. Donc je pense aussi qu'il y avait une deuxième vague, on n'aurait pas cette latence un petit peu de réponse qu'on a pu avoir au début, où on s'est retrouvés tous submergés par un nombre de patients qui arrivaient à l'hôpital qui était extraordinaire, avec des besoins en protection du personnel, en dépistage qu'on n'avait jamais connu depuis des décennies. C'est l'occasion peut-être de poser une question aujourd'hui. Quand on est un patient et qu'on pourrait avoir des symptômes qui peuvent laisser penser qu'il y a le Covid, quelles sont les recommandations par rapport au test? Est-ce que tout le monde sera testé aujourd'hui? Voilà, est-ce que vous pouvez aussi nous redire, voilà,
et est-ce qu'on peut aussi demander à être testé? Parce qu'il y a aussi des patients ou des citoyens, je dirais, qui se sont dit que peut-être ils avaient eu le Covid, mais ils n'en sont pas sûrs. Donc, est-ce que vous pouvez nous clarifier l'accès à ces tests? Pour des patients qui ont des symptômes, oui, bien sûr, l'accès à des tests. Donc, il y a deux types de tests, hein. Il y a les tests de biologie moléculaire, c'est les tests de PCR dont on a beaucoup parlé au début de l'épidémie. Ça, c'est pour diagnostiquer l'infection qui est active, qui est en cours, notamment la période où on est contagieux. Donc ça, s'il y a quelqu'un qui est symptomatique, avec des symptômes qui collent avec une présentation d'un Covid, bien sûr, il n'y aura aucun souci à ce qu'il soit testé en PCR. Après, il y a les deuxièmes tests, c'est les sérologies, où là, on va détecter la présence des anticorps chez la personne qui a peut-être été infectée. Donc ça, c'est un diagnostic qui se fait un petit peu plus tard, parce qu'il faut un petit peu de temps pour que les anticorps soient synthétisés, environ 8 à 10 jours. Donc, les tests sérologiques ne sont pas proposés en première intention à tout le monde pour voir dans la population qui a été infectée. On va pour l'instant plutôt les faire chez des personnes qui ont fait des symptômes qui pouvaient être du Covid pour rattraper, parce qu'on n'a pas pu leur faire une PCR à l'époque, donc là on va pouvoir leur faire une sérologie. Mais après, un médecin peut trouver justifié médicalement d'aller connaître le statut sérologique de son patient et lui proposer une sérologie. C'est vrai qu'on ne va pas le proposer à tout le monde comme ça, de faire à la France entière une sérologie. Très bien. Docteur Pizzilli, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, dans votre pratique et dans le recul que vous avez à Gustave Roussy, est-ce que les patients qui étaient atteints de cancer étaient plus sensibles que d'autres par rapport au Covid? C'est encore une question qui parfois est émergente. Donc voilà, votre éclairage est rassurant pour les patients qui nous écoutent. Il faut dire que les premières évidences qu'on a eues par rapport à les essais, les études qui étaient réalisées en Chine et en Italie, c'était que les patients avec un cancer pouvaient avoir plus de risques de développer des complications liées au Covid. Là, l'étude des analyses qu'on a conduites à Gustave Roussy ont un petit peu moins confirmé cette hypothèse. Donc, les patients avec un cancer, pas forcément ont un risque majeur de complications du Covid. C'est plutôt les patients qui sont plus fragilisés par la maladie, donc ça dépend énormément de leur état général. Et c'est plutôt les patients, comme j'avais dit tout à l'heure, qui sont en train de recevoir une chimiothérapie, qui sont plus à risque. Par contre, il n'y a pas, par rapport aux données qu'on a jusqu'à maintenant, il n'y a pas de risque plus important pour les patients qui sont sous immunothérapie et sous thérapie ciblée. Et surtout, je voudrais bien remarquer, parce que c'est une question récurrente, il n'y a pas de risque particulier pour les patients qui sont sous hormonothérapie. Donc, les patients sous hormonothérapie peuvent reprendre une vie normale, bien sûr en respectant tous les gestes barrières que tout le monde doit respecter, mais ne doit pas avoir peur d'avoir plus de complications ou plus de risques d'être exposé à l'infection. J'ai une question pour le docteur Pistilli, une question pour le docteur Ingrat. Pour le docteur Pistilli, dans la pratique, là, on a justement une question sur le fil. Si je suis en chimiothérapie ou je viens de finir ma chimiothérapie, est-ce que ça veut dire que, par exemple, il faut que, si possible, mon conjoint reste en télétravail, que je prenne des précautions dans le cadre du déconfinement? Parce que ce qui est compliqué souvent pour les patients, c'est les recommandations à l'hôpital, ça va. Mais comment je fais dans la vraie vie, ça, c'est compliqué. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Et puis, je poserai ma question au docteur Ingrat juste après. C'est extrêmement compliqué de donner des réponses, surtout parce qu'il y a des situations différentes. Il y a celles-là qui sont liées aux conjoints et les autres qui sont liées aux enfants qui peut-être ont repris l'école ou pour lesquels les patients ont nous demandé si les enfants avaient le droit de reprendre l'école. En fait, en général, on peut dire qu'on demande à toutes les personnes de la famille de respecter les gestes barrières à l'extérieur le plus possible.
Bien sûr, si les conjoints peuvent avoir accès au télétravail, ça serait préférable pour les patients qui sont sous chimiothérapie ou qui viennent de terminer la chimiothérapie, parce que ça représente un facteur de protection en plus pour les patients. Et pour les enfants, bien sûr, on ne peut pas empêcher aux enfants de reprendre l'école, mais encore une fois, je pense que les bien informer, éduquer sur les gestes barrières, c'est fondamental et c'est quelque chose que peut-être on doit garder dans notre culture et dans notre éducation, même pour le futur. D'accord, merci beaucoup. Et docteur Ingrat, moi j'avais une question quant au vaccin. C'est un peu ce qu'on attend tous pour peut-être sortir définitivement de cette situation. Donc, est-ce qu'il va arriver et quand? Et là aussi, est-ce que pour, par exemple, les patients qui rentreraient dans un parcours de soins ou qui pourraient être plus fragiles, est-ce qu'ils seront prioritaires pour l'éventuel vaccin? Alors, du coup, concernant la vaccination, il y a pas mal de projets vaccinaux qui ont été débutés avec des financements assez conséquents. Là, pour l'instant, on est vraiment sur les premiers résultats qui commencent à sortir depuis quelques semaines. C'est du préclinique, c'est énormément d'essais qui sont encore chez le macaque, chez le singe, qui sont pour certains plutôt encourageants, mais on a encore toutes les étapes chez l'homme à vérifier l'efficacité et l'innocuité de ces vaccins. Donc, il y a un certain temps avant l'arrivée d'un potentiel vaccin, a priori, dans le meilleur des cas, au moins 1 an, pendant lequel il va falloir continuer à surveiller l'épidémie, voir s'il n'y a pas de réapparition de cas en masse. Et donc, du coup, pour l'instant, les premiers résultats, on est assez optimiste, mais il y a quand même un délai important avant la production d'un vaccin qui est assez incompressible. Et avant 2021, ça paraît très peu probable. En ce qui concerne l'accès à la vaccination, en priorité à certaines populations, ça n'a pas été encore discuté à ma connaissance, mais probablement, oui, il y aura à la fois des études et des recommandations selon les risques de contagion et la fragilité des personnes pour leur permettre un accès à la vaccination. Très bien. Alors, moi, j'ai une question qui m'est venue par SMS, donc je ne dirai pas la personne. Est-ce que le virus a un risque de mutation et par conséquent de réinfection? Oui, un risque de mutation, c'est la caractéristique des virus. Les virus, ça mute assez fréquemment. Un risque de réinfection, là, il est encore très très tôt pour le dire. Encore une fois, on s'en réfère beaucoup aux études sur les singes. Des singes qui ont été infectés, certaines équipes ont essayé de les réinfecter de nouveau avec le coronavirus, enfin le SARS-CoV-2, la COVID-19. Et les singes étaient protégés. La question, c'est combien de temps ça dure? Est-ce que si le virus mute pendant quelques mois, quelques années, la personne ne pourrait pas se réinfecter? Ça, malheureusement, on n'en sait pas grand-chose. Et on a peu de moyens de le savoir, à part attendre quelques mois et voir si ça arrive. En tout cas, à l'heure actuelle, les patients qui ont été infectés semblent protégés. Donc, la question, c'est combien de temps cette protection va durer? Est-ce que ça va être 1 an, 2 ans ou bien une immunité plus longue? Ça, on ne sait pas trop. Avec les précédents coronavirus, on était protégé de l'ordre de 2 ans environ. Donc, a priori, on est protégé pendant quelques mois. Plus, on le découvrira dans le futur. Alors, moi, je voulais juste dire un petit message. On avait eu l'occasion, lors d'une de nos webconférences, d'avoir le témoignage d'un patient qui avait été qui s'était exprimé sur son parcours justement de patient touché par un cancer et par le Covid. Et sur nos réseaux sociaux, donc mon réseau cancer du sein, du poumon, on a eu plusieurs personnes, donc de nos utilisateurs touchés par le Covid pendant leur traitement. Et ce message pour vous dire que ces personnes que pour certaines, elles avaient perdu le goût en testant, en trempant cornichons dans la moutarde, etc. Elles ne sentaient plus rien et c'est revenu. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, tout ça pour dire que on a des témoignages aussi de patients qui ont été confrontés au Covid, mais avec des symptômes qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Donc, bien sûr, là aussi, il faut s'orienter vers les équipes soignantes, mais toutes les histoires ne sont pas dramatiques, heureusement. Et même quand on a un cancer, on peut traverser ce virus, cette infection par le virus
sans finalement beaucoup de symptômes, ou parfois ces symptômes de perte de l'odorat, de perte du goût, qui reviennent heureusement pour déguster tout ce qui nous fait du bien dans nos assiettes. Voilà. Et arrêtez de manger des cornichons à la moutarde. Docteur Pizzilli, est-ce que vous avez un mot pour conclure, je ne sais pas, sur que restera-t-il après cette expérience incroyable, atypique du Covid et du confinement pour les patients ou pour vous? Je pense que ça nous restera énormément de choses, mais pas forcément tout négatif. Je pense qu'il y a aussi, comme je disais, nous avons appris énormément. Et je pense qu'une chose que nous avons appris est que certains outils digitaux, comme Delphine l'a déjà mentionné, des plateformes comme Capri, ça pourrait vraiment revenir utile pour mieux suivre nos patients à domicile, pour mieux collecter les effets secondaires de certains traitements. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, ça pourrait représenter la meilleure façon de faire l'oncologie et peut-être la médecine en général dans le futur, et pas forcément pendant les périodes Covid. Donc, je pense que nous sommes suffisamment flexibles pour intégrer les nouvelles technologies dans la pratique médicale. Et je pense que nous avons vu que nos patients sont suffisamment flexibles pour l'intégrer dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup. Docteur Leandra, est-ce que vous voulez, par rapport à votre expérience sur le pont là, à Bichat, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter pour les patients? Je pense que je vais rejoindre toutes les intervenantes. C'est vraiment que tout le monde s'est dépassé, s'est beaucoup investi pour que la prise en charge soit optimale de tous les patients. Après, qu'est-ce qui va rester? J'espère que l'interdisciplinarité, la collaboration entre des services qui se croisaient peu continuera. Donc cette multidisciplinarité, on l'a senti aussi au travers des réponses qu'il était important d'apporter aux patients et à leurs proches. Particulièrement, donc moi j'ai à titre personnel eu beaucoup de plaisir à travailler avec les deux associations Patients en Réseau et Odyssea qui font des choses formidables. Et donc, comme le disait Madame Tourette-Turgis, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui sont des sources et des ressources vraiment fondamentales. Un merci particulier à Alexis qui a été engagé, présent à nos côtés pour répondre à toutes les questions. Donc, quand on parle d'engagement des soignants et des professionnels de santé, il ne laissait aucune question sans réponse. Et d'ailleurs, il va arriver sur scène pour qu'on le voit. Enfin, c'est Alexis que je voyais apparaître dans les questionnaires de satisfaction. Merci Alexis. Donc voilà, Alexis, tu vas enfin montrer qui tu es. Et je vais laisser le mot de la fin donc à Laure, Alexis. Et nous avons eu, comme disait tout à l'heure Laure, 2 patients qui sont venus intervenir. Un qui avait été atteint du Covid, qui avait été soigné à Gustave Roussy et qui nous a parlé donc de son vécu avec son patient. Et Colette, qui va aussi nous rejoindre, et on aimerait bien avoir le mot de la fin sur la vie après cette expérience Covid. Voilà, donc déjà Alexis. Alors Alexis, tu dis le mot de la fin ou c'est Laure d'abord? Allez Alexis, à toi. Merci à tous pour merci d'abord Oriane et toutes les associations qui ont participé, et tous les intervenants. Moi, j'ai eu grand plaisir à participer à ce projet, à répondre au maximum de questions de manière plus sincère et le plus professionnelle possible. J'espère que ces 6 émissions auront été la saison 1 et l'épisode 6 d'une première étape. Je pense que du côté médical et surtout des côtés patients, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux moyens de communication qui permettent de se rapprocher, d'aborder des questions peut-être plus facilement qu'en visuel, en face à face, tout en gardant une certaine proximité, intimité. Donc on espère très vite qu'il y aura une 2e saison, 3e saison, et il faut qu'on réfléchisse à trouver les bons thèmes en fonction de vos attentes, mais je suis sûr qu'on va y arriver très rapidement. Donc un grand merci à tous.
restons préoccupés par la situation sanitaire tout en profitant pleinement de la vie. C'est Alexis. Laure. Je voulais d'abord dire un grand merci à toi, Oriane, puisque c'est dès le mois de mars, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai que ça rentrait complètement en résonance avec ce qu'on cherche à créer dans nos communautés de patients, mon réseau cancer du sein, du poumon, gynéco et bientôt colorectal. Et je crois qu'on a déjà beaucoup de plaisir à travailler sur ces conférences. Nous avons eu des retours vraiment encourageants des personnes qui nous ont écoutés. Et je crois effectivement que ce qu'on aura appris à travers ça, c'est que ce sont des nouvelles façons de faire circuler l'information utile et fiable aux patients, de favoriser cette interaction entre des spécialistes. Voilà, on voit déjà des gens de différents secteurs, de différentes villes, de différentes spécialités, et de pouvoir vous rassembler, c'est très difficile dans la vraie vie, et souvent peu de patients peuvent vous écouter. Là, avec ce système, on a la chance pendant la webconférence d'interagir avec vous, mais on peut retrouver ces informations par les replays qu'on diffuse sur les sites de nos associations. Et je crois que c'est très apprécié. Donc, merci beaucoup pour ce concept que je ne connaissais pas avant de démarrer ça avec toi et Alexis. Et la modération qui est apportée aussi par le docteur Talbot, Alexis, participe aussi à sécuriser ces échanges, à apporter toujours cette vigilance pour être au plus juste des besoins des patients. Donc, ça me paraît être vraiment des beaux projets. Donc, merci beaucoup et j'espère qu'on pourra continuer dans d'autres saisons. Juste un petit mot parce que Anne nous dit au revoir par SMS parce que le temps courant, elle voulait pas se connecter en plus. Donc, Anne est fondatrice d'Odyssea et donc on vous a mis les liens des associations. Restez en contact avec Odyssea qui est là pour réunir de l'argent pour la recherche clinique. Donc voilà, et on espère que les courses Odyssea vont reprendre bientôt. Voilà. Colette, le mot de la fin, c'est pour toi. Les patients vous applaudissent. Eh bien, vraiment, je dirais que ça a été une période, mais on se rend compte que finalement, on l'a transformé en chance. Parce que aussi bien les soignants que les patients ont montré leur flexibilité. On a de la chance aujourd'hui parce qu'il y a des outils maintenant qui sont mis en place et qui va vraiment nous aider à interagir de façon plus, je dirais, simple et plus. Et j'espère vraiment que ça va rester, toutes ces téléconsultations, tous ces outils dont on a parlé, qui va vraiment nous simplifier la vie. Bon, c'est vrai que les patients, pas tous, mais une bonne partie, nous avons peur de nous rendre à l'hôpital. Mais franchement, il faut qu'on soit rassurés parce que les soignants nous aiment, nous aimons nos soignants. Tout est mis en place pour nous faciliter les choses et nous puissions aller sereinement nous faire soigner. Et je dirais surtout, ne nous négligeons pas, écoutons notre corps. Et puis, voilà, soyons vigilants, mais il faut continuer. La vie est belle et elle continue à être très belle. Sur ces mots, je souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.